Le modèle APT est un modèle d'évaluation des actifs multifactoriels basé sur l'idée que les rendements d'un titre peuvent être prédits en utilisant la relation linéaire entre le rendement attendu de cet actif et un certain nombre de variables macroéconomiques qui reflètent et capturent le risque systématique. Il s'agit d'un excellent outil pour analyser les portefeuilles d'actions dans une perspective d'investissement dans la valeur. Cet outil est donc particulièrement utilisé par les investisseurs valeurs afin d'évaluer et identifier les actifs actuellement mal évalués pour profiter potentiellement d'une situation d'arbitrage. Le programme de cet épisode est donc comme cela. On commencera par présenter le modèle APT, on analysera par la suite son équation de calcul, on fera une mise en pratique pour estimer le rendement d'un portefeuille grâce à ce modèle. On présentera les hypothèses du modèle APT et on les comparera à ceux du modèle MEDAF. On discutera du gros désavantage de ce modèle et on présentera en bref l'approche utilisée dans la vraie vie afin d'estimer les facteurs de sensibilité de ce modèle. On verra par la suite comment l'utiliser pour vérifier et profiter d'une situation d'arbitrage et on terminera avec les limites du modèle. Bonjour et bienvenue sur la chaîne NES Capital pour un nouvel épisode autour du modèle APT. Je vous remercie de votre fidélité. Bonjour. Le modèle APT est un modèle multifactoriel basé sur la relation entre le rendement espéré d'un actif financier et son niveau de risque. Le modèle est conçu afin de tenir compte de la sensibilité des rendements de l'actif face à la variation de certaines variables macroéconomiques. Contrairement au modèle MEDAF, le modèle APT utilise plusieurs facteurs pour décrire le rendement de cet actif. Ces deux modèles se rejoignent par contre dans l'idée essentielle qu'un modèle factoriel est capable de décrire efficacement la corrélation entre le risque et le rendement d'un actif. Les investisseurs peuvent utiliser ce modèle afin d'avoir une idée sur la valeur juste d'un titre financier. Le modèle reposant sur l'idée essentielle qu'il est possible de profiter d'opportunités d'arbitrage et de tirer profit de titres actuellement mal évalués sans risque. Voyons concrètement à quoi ressemble le modèle APT. À l'écran, la formule de calcul du modèle. Le premier terme de l'équation représente le rendement espéré de cet actif. C'est donc le rendement de l'actif que l'on souhaite évaluer grâce à ce modèle. Le second terme est le rendement sans risque offert sur ce marché. En général, le taux obligataire 10 ans est choisi ici. Le troisième terme est le bêta. Le bêta représente la sensibilité de l'actif envers cette variable macroéconomique. Donc par exemple, pour un facteur macroéconomique représentant la croissance du PIB, le bêta représentera la sensibilité de l'actif face à une variation de la croissance du PIB de cet état. Le dernier terme représente la prime de risque associée à ce facteur macroéconomique. Cette prime est égale au rendement excédentaire d'un titre ayant une sensibilité parfaite par rapport au facteur en question. Le modèle APT étant un modèle multifactoriel, chaque facteur macroéconomique identifié sera inclus dans le modèle et aura donc son propre bêta et sa propre prime de risque associée. Faisons un exemple simple afin de voir le modèle en action. On souhaite donc évaluer le rendement d'un portefeuille donné grâce au modèle APT. Supposons que l'on a identifié les deux facteurs systématiques à l'écran comme ceux qui ont un fort pouvoir explicatif sur le rendement de notre portefeuille. Le premier facteur étant la variation du PIB. Le second facteur étant la variation de l'inflation. À l'écran, les données associées aux primes de risque et les bêtas de ces facteurs. Donc en utilisant le modèle de la théorie des prix d'arbitrage, on va multiplier la prime de risque de chacun de ces facteurs à son bêta avant d'additionner le tout au rendement sans risque. Ainsi, le rendement espéré estimé grâce au modèle APT sera égal à 7,6%. Comme on le verra par la suite, dans la vraie vie, les gestionnaires de portefeuille utilisent ce résultat afin de vérifier si le portefeuille en question est potentiellement sous-évalué et donc en profiter.
Tout comme le modèle MEDAF, le modèle APT repose sur quelques hypothèses majeures qui définissent le cadre de son utilisation. Contrairement au KPM, la théorie des prix d'arbitrage ne suppose pas que les investisseurs détiennent des portefeuilles efficients. En effet, le modèle APT suppose que certains titres peuvent être mal évalués par le marché lors d'une courte période. Les investisseurs profiteront donc de cette situation d'arbitrage, ce qui poussera le marché à se corriger par la suite. Les titres retourneront donc vite à leur valeur juste. La théorie APT suit cependant 3 hypothèses importantes. Premièrement, les rendements des actifs financiers sont impactés et expliqués par les facteurs systématiques. En effet, comme on l'a vu précédemment, le rendement espéré d'un titre financier est exprimé comme une somme de facteurs systématiques multipliés par leur prime de risque associée. La deuxième hypothèse du modèle APT est que chaque investisseur a la possibilité de constituer un portefeuille d'actifs où le risque spécifique est éliminé entièrement grâce à la diversification. Donc attention, ici on parle de risque spécifique et non de risque systématique. Comme on l'avait vu en profondeur dans notre vidéo autour du modèle MEDAF, le risque systématique est un risque commun à toutes les entreprises opérant sur ce marché. Donc par exemple, on peut penser à une soudaine augmentation de l'inflation ou une hausse des taux d'intérêt. Ce risque est donc non diversifiable. Le risque spécifique est quant à lui un risque interne à chaque entreprise. Donc par exemple, une entreprise qui opère principalement sur le secteur du web sera gravement impactée si l'ensemble de ses serveurs tombe en panne. Ce risque est assez spécifique à cette entreprise et n'affectera sans doute jamais les compagnies qui opèrent dans le secteur de la construction. Ce risque-là peut donc être complètement éliminé de notre portefeuille grâce à une bonne diversification de ce dernier. Finalement, la dernière hypothèse du modèle APT est qu'il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage parmi l'ensemble des portefeuilles bien diversifiés. Dans le cas où une opportunité d'arbitrage apparaîtrait, celle-ci serait très vite exploitée par les investisseurs. C'est d'ailleurs de là que vient le nom du modèle APT, soit la théorie des prix d'arbitrage. En général, ces hypothèses paraissent donc plus souples comparativement à ceux du modèle MEDAF. Ceci donc est l'un des plus grands avantages de ce modèle. En effet, les hypothèses du modèle MEDAF ne sont pas aussi rigides et strictes. Le modèle MEDAF suppose par exemple que les investisseurs ont des attentes homogènes quant à leur rendement et la variance des actifs. Le modèle suppose également que la même frontière efficiente est disponible pour tout type d'investisseur, peu importe le niveau de risque de son portefeuille. Le modèle APT relaxe donc un certain nombre d'hypothèses, ce qui rend son utilisation dans la vraie vie bien plus vraisemblable. Ceci étant dit, contrairement au KPM, la théorie des prix d'arbitrage ne précise pas quels facteurs inclure dans son modèle. En effet, si on regarde l'équation du modèle MEDAF, on remarque que le rendement espéré est exprimé uniquement en fonction de la prime de risque du marché, soit le rendement excédentaire du marché par rapport à l'actif sans risque. Le modèle APT de son côté ne précise pas quels facteurs macroéconomiques inclure dans l'équation ou le nombre de ces facteurs. Ceci donc représente le plus gros challenge de ce modèle. En effet, la qualité d'estimation du modèle va être étroitement liée à la pertinence des facteurs choisis pour expliquer le rendement de cet actif. Ainsi, dans le cas où l'investisseur réussit à identifier d'emblée les facteurs macroéconomiques ayant un réel pouvoir explicatif du rendement de son portefeuille, le modèle produira de très bons résultats. Dans le cas inverse, si les facteurs inclus n'ont pas de réel pouvoir explicatif, le résultat du modèle ne sera pas fiable et ne reflètera donc pas la valeur juste du portefeuille. Donc par exemple, si on revient à notre exemple précédent où on avait utilisé la variation de l'inflation et celle du PIB pour calculer le rendement espéré de notre portefeuille, mais que cette fois on rajoute un nouveau facteur macroéconomique tel que la variation du taux d'intérêt, le rendement espéré obtenu au final sera différent de celui estimé initialement. Ainsi, le bon choix des facteurs macroéconomiques est primordial afin d'obtenir des résultats de qualité. Maintenant, et donc là je vais faire une petite parenthèse, dans la vraie vie, les gestionnaires de
portefeuille et analystes vont généralement procéder à une étude statistique afin d'identifier les facteurs systématiques les plus à même à expliquer le rendement d'un portefeuille. Dans le cas le plus simple, ces derniers vont faire une régression linéaire des rendements historiques du portefeuille qu'ils souhaitent analyser sur les différents facteurs macroéconomiques identifiés et ne garder au final que les facteurs avec des coefficients significatifs. Bien sûr, par manque de temps et pour garder cette vidéo assez compréhensible pour tout le monde, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'estimation. Cependant, si vous êtes intéressé à comprendre l'approche utilisée, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc comme on a pu le voir, le gros bémol du modèle APT est que ce dernier ne précise pas quels facteurs macroéconomiques inclure d'emblée dans le modèle, chose qui peut créer donc une distorsion entre la vraie valeur et celle obtenue grâce au modèle. C'est donc pour remédier à ce problème que plusieurs études ont été menées au fur du temps dans le but d'identifier les facteurs les plus importants et permettre à n'importe quel investisseur d'avoir un modèle clé en main qu'il peut utiliser directement sans avoir besoin d'identifier par lui-même les facteurs les plus importants. L'une des plus importantes recherches autour de ce sujet nous vient de Stephen Ross, qui est le concepteur de cette théorie, et de Richard Hall. En effet, ces derniers identifient dans leur article The Arbitrage Pricing Theory Approach to Strategic Portfolio Planning, paru en 1984, les facteurs suivants comme étant les plus importants facteurs ayant un fort pouvoir explicatif sur le rendement des actifs. Donc en premier lieu, on a la variation de l'inflation. En second lieu, on a le changement dans le niveau de l'indice de la production industrielle. En troisième lieu, on retrouve la variation des primes de risque associées aux différents facteurs macroéconomiques. Et en dernier lieu, on a la variation de la structure des taux d'intérêt. Donc, comme mentionné précédemment, l'idée principale du modèle APT est que toute opportunité d'arbitrage disponible sur le marché sera vite exploitée par les différents acteurs. Dans la vraie vie, les gestionnaires de portefeuille vont utiliser le modèle APT afin de construire un portefeuille avec des sensibilités factorielles similaires aux actifs en évaluation. Si le rendement espéré de ce portefeuille est égal au rendement de l'actif, cela voudra dire donc que le titre est bien évalué. Dans le cas inverse, cela voudra signifier que le titre ne reflète pas sa juste valeur et qu'une possible situation d'arbitrage est disponible. Supposons qu'on est en présence de trois actifs financiers. Le premier actif est un ETF qui reflète l'indice du S&P 500. Le second est un ETF qui reflète l'indice du Nasdaq. Et le troisième est un portefeuille A qui contient diverses actions à l'intérieur. Les données à l'écran décrivent les valeurs de sensibilité et de rendement espérés de chacun de ces trois actifs. L'idée donc ici est d'essayer de créer un nouveau portefeuille B qui reflète les mêmes facteurs de sensibilité que le portefeuille A en combinant les deux ETF présents à l'écran. Le portefeuille A ayant un rendement espéré de 8% et une valeur de sensibilité 1 de 3.8 et de sensibilité 2 de 0.05, on va combiner donc les ETF où le S&P 500 représentera 70% de ce dernier alors que le Nasdaq représentera 30% de ce dernier. Ainsi, si on calcule le rendement de notre nouveau portefeuille, on trouve qu'il est égal à 7.6%. Ce rendement étant donc inférieur à celui du portefeuille A. Cependant, si on calcule maintenant les sensibilités du nouveau portefeuille, on remarque que ces derniers sont complètement équivalents à ceux du portefeuille A. On a donc réussi à construire un portefeuille B ayant exactement les mêmes valeurs de sensibilité que le portefeuille A, mais avec un rendement plus faible. Le portefeuille A étant donc sous-évalué, un investisseur peut donc vendre à découvert le portefeuille B et avec le produit de la vente acheter les mêmes titres ou les mêmes actifs que ceux du portefeuille A. Le portefeuille A étant appelé dans cette situation le portefeuille d'arbitrage car il exploite l'opportunité d'arbitrage. Cette opportunité pousserait vite d'autres investisseurs à prendre la même position dans le but de
profiter de cet arbitrage, ce qui ferait rapidement disparaître la possibilité de profit et rétablirait donc les prix et le rendement espéré de ces portefeuilles à un niveau égal. Passons maintenant aux limites du modèle APT. Tout d'abord, et comme on en a discuté précédemment, les facteurs de sensibilité qui expliquent le rendement d'un actif ne sont pas déterminés en avance par le modèle. L'investisseur doit donc savoir déterminer par lui-même les facteurs ayant un grand pouvoir explicatif sur le rendement de leur portefeuille. Le résultat final pourrait donc être très loin de la réalité si les facteurs de sensibilité inclus ne s'avèrent pas convenables. En second lieu, le modèle APT prend pour acquis que l'impact des différents facteurs macroéconomiques devrait rester constant dans le temps. Ceci est malheureusement pas forcément toujours le cas. En effet, la force de la relation entre le rendement et un facteur systématique évoluera constamment dans le temps et ne demeurera jamais fixe. En troisième lieu, le modèle demande de lourds calculs intermédiaires qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde. Ceci clôt l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle a pu vous être constructive. Dites-moi dans les commentaires que pensez-vous du modèle APT par rapport au modèle MEDAF et lequel d'après vous fait le plus de sens et est le plus à même à être utilisé dans la vraie vie. Comme toujours, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Vous étiez sur la chaîne NES Capital. Au revoir.